Quand je viens la première fois à votre centre, qui c'est que je vois là en premier lieu? Premier, il peut y avoir un contact téléphonique ou venir sur place directement et on passe par le service social. Social. Oui. Donc ce n'est pas un délégué qui nous Non, non, reçoit. c'est un ou une assistante sociale. Social. Ah, ok. Les TV là sont testés pour voir si au bout de quelques heures elles ne tombent pas en panne. Les frigos également. Voilà. Pareil commandés, ils sont préparés. Réparer, pas Fonctionnent nécessairement. tous, quoi. Parfois, oui, parfois, non. Maintenant il y a des vis cassées. Si nous avons des petites réparations, on fait à l'instant même. Si ça cherche un peu d'autres trucs, il faut attendre qu'on ait une pièce de rechange. Mais en général, ce qui n'est vraiment pas réparable avec des petits moyens, ça part. Vous ne le vendez pas. Donc, Ça, on ne met même pas en vente. Ah oui, c'est ça que je voulais savoir. Tout ce qui sort de chez moi, et Madame Christine le sait, Ça doit il y a quelque part ça, avec mon cachet, ma signature, et il y a le petit stift vert. Hein. ça veut dire que Euh, ça fonctionne. ok, quand ça sort d'ici, ça fonctionne. Ah oui, c'est ça. Quand ça vient au premier étage, parfois ça ne fonctionne déjà plus. Non, et puis Alors- il y a quelquefois des vis, je vais dire, à faux contact, ça peut marcher. 5 minutes après. Ici, on répare ce qu'on peut faire avec les moyens de bord qu'on a. Est-ce que vous avez une formation d'électricien ou... Je suis ingénieur polytechnicien, madame. Ouais, c'est bon, ça. Une Voilà. petite formation de Weight Watcher. C'est bien, vous avez beaucoup d'humour, c'est appréciable. Alors, première question, quel est mon rôle? Alors déjà, je me présente, je m'appelle Jacques et je suis chef éducateur au foyer Georges Motte. Je suis chef éducateur et je suis aussi le responsable de la comptabilité. Alors, est-ce que j'ai un diplôme? Oui, j'ai une formation en assurance, donc un graduat en assurance, et puis j'ai fait un diplôme A1 d'éducateur spécialisé. Alors, mon rôle au quotidien, c'est la gestion du groupe éducatif. Donc au matin, je dispatche les missions de chacun et il y a aussi un contrôle en fin de journée pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Il y a aussi un travail social où on essaie un peu de toujours ramener les collègues dans le cadre du projet, quand ils peuvent s'en éloigner un peu. On amène aussi des pistes de réflexion pour essayer toujours d'aller plus loin. Donc le profil des personnes qui viennent dans notre centre sont des personnes qui se retrouvent à un moment de leur vie sans logement. Donc des personnes majeures de 18 à 65 ans qui, à un moment de leur vie, se retrouvent en difficulté. Donc ce sont des personnes qui doivent être de nationalité belge et qui ont droit à un revenu sur le territoire. Alors, petite particularité de notre centre, c'est qu'on a un foyer occupationnel. Donc par occupation, on entend une activité journalière, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Donc à l'intérieur, on a les magasins de seconde main de l'Armée du Salut, la cuisine, le nettoyage, une partie secrétariat, et sont en fait nos résidents qui font tourner la maison. Mais l'occupation, ça peut aussi être une activité extérieure. Donc on a des gens qui sont en formation, des jeunes qui ont repris l'école, des bénévolats extérieurs, des centres de jour pour personnes qui auraient des petits problèmes psychologiques, etc., etc. On peut même avoir un bénévolat à l'extérieur. À titre d'exemple, on a quelqu'un qui fait actuellement un bénévolat au Petit Rien et qui est hébergé chez nous. Alors, il n'y a pas vraiment de profil type. Donc, c'est vraiment toute personne qui se retrouve dans le besoin. Donc, on va avoir des personnes avec des problèmes de toxicomanie, des personnes avec des problèmes psychiatriques et des personnes de tous les jours. Mais on demande qu'elles soient stabilisées. Donc, stabilisées au niveau de leur consommation ou en traitement médical par rapport à leur suivi psy. Alors, il est bien évident que chaque personne au sein du centre a un suivi. Chaque personne au sein du centre a un projet individuel d'insertion. Donc, toute personne qui rentre dans le cadre du foyer doit avoir un projet. Alors, les projets sont multiples. Donc, on peut avoir quelqu'un qui va faire une recherche emploi, une recherche logement, qui sont vraiment des suivis, des projets un peu basiques, ou une remise en ordre administratif. Mais on va aller beaucoup plus loin. Donc, on va prendre un exemple.
On pourrait avoir quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, donc son projet serait d'avoir un psychiatre avec une rencontre assez régulière, un centre de jour pour le faire sortir un peu de l'enceinte de la maison et s'ouvrir vers l'extérieur, une médication adaptée et peut-être aller vers des appartements supervisés pour que cette personne ait un suivi aussi à l'extérieur d'ici. On peut aussi avoir comme projet pour un problème de toxicomanie, donc une personne qui vient en hébergement dans le centre, donc suivi médical bien évidemment, qui rentre en post-cure, qui reviennent chez nous dans l'attente de rentrer en cure, ça peut parfois avoir des délais de 1 à 3 mois, et puis qui reviennent après sa cure pour une recherche logement ou autre. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment notre cheval de bataille au niveau de l'Armée du Salut, c'est une personne, un projet. Alors au niveau du suivi aussi, on impose une épargne. Donc chaque résident a un projet individuel, a aussi une épargne. Alors pourquoi? La raison est toute simple, c'est que les gens, quand ils partent d'ici, ils doivent avoir de l'argent de côté. On tape sur plus ou moins 2500, 3000 euros de côté pour quelqu'un qui voudrait s'installer en appartement. On peut aussi dire que les personnes ont un suivi journalier. Donc grâce à l'occupation, les magasins de seconde main, on va travailler les besoins de la personne. Il faut savoir que beaucoup de personnes qui arrivent dans le centre n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Donc le fait d'avoir une occupation, d'avoir un suivi au sein de la maison, ça nous permet de travailler l'aspect, l'image qui renvoie aux autres. Donc on va utiliser les magasins pour travailler un peu l'image corporelle, la façon dont ils s'habillent, la façon dont ils se présentent aux clients, la façon dont ils les accueillent, et essayer de mettre en avant les capacités de la personne pour leur dire voilà, tu as des atouts, tu as des compétences, essaie de les utiliser. Alors est-ce que ces personnes font des activités? On essaie d'organiser au maximum 2 activités par semaine. 2 plus grosses par mois, donc une activité extérieure style paradisio, kayak, tournoi de mini-foot avec les petits riens, tournoi de belote, et on essaie de faire tous les soirs quand c'est possible, parce qu'il y a toujours un manque de personnel, une activité dans la maison. Donc on a un billard, on a une table de ping-pong, on a une salle de musculation, on a des jeux de société. On a fait une grosse activité il y a quelques mois, c'était un bingo, ça s'était super bien passé, mais on essaie toujours d'avoir quelque chose à leur proposer en soirée. Alors on essaie toujours de retirer quelque chose de ces activités. Si on fait une activité cuisine, on va toujours être attentif à regarder comment la personne se débrouille, voir si elle a les capacités de cuisiner, de faire des courses, etc. etc. On essaie toujours de retirer un aspect pédagogique à toutes sortes d'activités. Alors l'activité, c'est aussi important parce qu'ils ont souvent tendance à être enfermés sur eux-mêmes, et l'activité permet de s'ouvrir vers les autres, de discuter, de passer un beau moment autour d'une table, au cinéma, peu importe, mais d'être avec les autres et de s'ouvrir vers l'extérieur. Alors, est-ce qu'il y a une bonne collaboration entre nous? Oui, mais dans toute institution aussi importante que la nôtre, on rencontre souvent des problèmes de communication. Il y a un flux d'informations qui est important et intarissable, et il est parfois difficile de s'y retrouver. Donc on essaie à chaque fois de mettre des choses en place pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Il faut savoir aussi qu'on travaille sur différentes pauses, donc une pause de 8h-16h, une autre de 14h-22, et une troisième de 22h-9h du matin. Donc le fait de ne pas toujours pouvoir se voir au journalier, c'est aussi une raison des problèmes de communication. Mais on a une équipe où on peut retrouver quand même beaucoup de personnalités différentes, beaucoup de caractères différents, qui fait qu'on est vraiment une équipe assez complète, et avec une bonne collaboration, une bonne entente. On pourrait aussi parler de la collaboration avec les résidents. Un de nos chevals de bataille aussi, c'est la création du lien et de respect. Donc avoir un lien de confiance et de respect mutuel. Donc on a aussi en général une très très bonne collaboration avec nos bénéficiaires, ce qui nous permet en fait d'aller beaucoup plus loin dans leur suivi et dans leurs projets.
Bonjour Christine, je suis content que tu me reçoives. Et alors tu peux lire les questions. Combien de menus fais-tu par jour? Le midi, nous cuisinons pour à peu près 100 personnes. Le matin, il faut compter une quarantaine. Et pour le souper, plus ou moins entre 50 et 60 personnes. Qu'est-ce qui compose les menus? Les menus sont composés suivant les réclames qui me permettent de faire mes achats parce que bon, le budget étant serré, il faut composer suivant toutes les réclames. Tu fais les courses combien de fois et où? Je vais tous les 15 jours chez Macro. Je fais des courses chez Lidl aussi à peu près tous les 15 jours. Et alors je commande. Chez Java, une grosse commande une fois par mois. Est-ce qu'il y a un service d'hygiène qui contrôle? Oui, nous sommes contrôlés par l'AFSCA. Est-ce que tu as un diplôme de cuisinière? Non, à l'origine je suis couturière. Quel est le métier que tu aurais aimé faire? J'aurais aimé faire mes études dans le social, car bon, ici je suis amenée à faire du social, mais je n'ai pas toujours les outils qui pourraient me permettre de régler certaines situations. Bonjour monsieur, je m'appelle Malika. Moi, ma question, c'est quoi l'armée du salut exactement? Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais essayer de faire très court. Et l'histoire de l'armée du salut? Voilà, donc l'armée du salut, c'est un mouvement chrétien protestant qui est né aux alentours, alors la date exacte, aux alentours de la moitié du 19e, donc au moment de la révolution industrielle en gros, à Londres. L'initiateur de ce mouvement s'appelle William Booth. C'était un chrétien protestant méthodiste. C'est important pour la suite de l'histoire. Ce monsieur William Booth travaillait pour un prêteur sur gage à Londres, et donc c'est à l'époque de la révolution industrielle, donc où une grande partie de la population se retrouvait sur le carreau parce que les petits artisans, etc., étaient mangés par les grosses industries. Hein. Alors maintenant, les grosses industries mangent les moins grosses industries, mais je dirais que ça se démultiplie et ça n'a pas vraiment de limite. Et donc, ce qu'il a constaté, c'est que les personnes qui venaient déposer, donc le prêteur sur gage, c'est ce qu'on appelle le mont-de-piété. Hein. Les gens venaient avec des choses des choses qu'ils possédaient, ils les déposaient pour avoir un prêt d'argent, et puis en principe, ils devaient venir ramener l'argent avec un petit intérêt pour récupérer leurs objets. William Booth s'est rendu compte que les gens ne venaient pas récupérer leurs objets. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils dépensaient l'argent et puis voilà, c'était juste pour survivre. Il s'est aperçu à cette époque qu'il y avait énormément de personnes qui sont dans l'alcoolisme, dans la prostitution. Beaucoup de femmes étaient prostituées, et puis des gens vivant en rue, y compris des enfants. Donc il trouvait que c'était contraire à sa propre éthique, à ses propres valeurs chrétiennes. Il a dit, mais il y a quelque chose à faire. Donc il est allé à la rencontre de ces personnes et il s'est rendu compte que lui avait un arrière-plan chrétien qu'il partageait, mais il s'est rendu compte aussi que ce n'était pas ce dont les gens avaient besoin en priorité. Alors à l'armée du salut, on dit toujours aujourd'hui, il y a les 3 S, soupe, savon, salut, c'est-à-dire d'abord la personne a besoin de manger, il faut lui donner ce dont elle a besoin. Ensuite, savon, c'est quoi? C'est toute la dignité, le fait d'être habillé correctement, d'être propre, etc. Et puis le salut, si les personnes accrochent à ce message, après c'est leur responsabilité, leur croyance. Alors, il a eu son petit succès effectivement, et les personnes petit à petit s'en sortaient, et un certain nombre de personnes qu'il contactait étaient aussi intéressées par l'aspect salut, donc par l'aspect foi chrétienne. Ça les touchait ce message. Il les a donc amenés dans son église méthodiste, et on lui a dit, William, t'es bien gentil, mais c'est pas le genre de la maison, parce que les gens ne parlaient pas bien, n'étaient pas toujours très corrects, etc. Donc il s'est dit, ça ne marche pas, et donc il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'armée du salut. Alors, ça peut sembler bizarre, hein, l'armée, parce que l'armée, je vous rassure, ils n'ont jamais été armés de fusils. Mais pourquoi armés? Il y a 2 raisons. Tout d'abord, il a compris, William Booth, qu'il fallait mettre en place une structure bien organisée.
Alors c'est toujours un principe que d'autres aussi ont utilisé à différents niveaux, mais une personne est exclue dans une situation pas possible, elle n'a plus rien pour vivre, etc. Elle a un problème d'alcool, par exemple. Eh bien, on va petit à petit travailler à toutes ces problématiques-là. Et à un moment donné, elle va se stabiliser. Elle va arrêter de boire, elle va retrouver la possibilité de travailler de différentes façons. Il faut savoir que William Booth a commencé aussi avec un petit peu le système des microcrédits, hein, quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc, il donnait un peu d'argent, avec ça, les personnes achetaient un peu des poules ou que sais-je, ils vendaient les œufs, ils gagnaient de l'argent, ils remboursaient le crédit, et ils pouvaient comme ça développer une petite activité commerciale. Donc, c'est un petit peu un des principes qu'il a utilisé, mais beaucoup d'autres principes aussi. Et alors je ne sais plus où j'en étais parce que je me suis un peu perdu dans mes explications, ça m'arrive de temps en temps. Oui, et donc cette structure de l'armée du salut, c'était aussi le fait qu'une personne qui s'en sortait pouvait aider une personne qui était encore dans la misère, dans l'alcoolisme, etc. Et donc, d'où cette nécessité de mettre des grades. Donc aujourd'hui, moi je suis stabilisé, je peux m'occuper d'une dizaine de personnes. Puis quelqu'un qui est stabilisé depuis plus longtemps, qui a déjà mis en place un tas de choses, va pouvoir s'occuper d'un certain nombre de personnes qui sont déjà stabilisées, mais qui doivent encore évoluer, etc. Donc c'est un petit peu le principe. Autre raison pour laquelle ça s'appelle aussi une armée, c'est que William Booth disait, tant qu'il y aura des femmes qui se prostituent, tant qu'il y aura des gens qui n'ont pas à manger, etc., je me battrai. Donc c'est un combat, et c'est un combat tous les jours. Et aujourd'hui, l'armée du salut continue à se battre. Il faut quand même savoir, non, souvent on ne sait pas tout ça, mais l'armée du salut a aussi eu un rôle important à différents moments au niveau de l'histoire. Il s'est battu encore aujourd'hui, au niveau de l'ONU, l'armée du salut a une représentation pour se battre contre la traite des êtres humains, par exemple. Ils le font depuis bientôt 2 siècles. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du bagne de Cayenne, donc en Guyane française. Eh bien, l'armée du salut a été militante pour qu'on ferme ce bagne. Alors, il n'y a pas que l'armée du salut, beaucoup d'autres se sont levés par un est représenté sur les 5 continents. En Belgique, c'est depuis 125 ans, si mes souvenirs sont bons. Elle répond à la fois à des besoins ponctuels, donc il se passe un événement, elle peut intervenir. Je vous donne un exemple, il y a quelques années, il y a eu un tremblement de terre en Italie, à l'Aquila, si vous avez entendu parler. Oui. Paris nous a appelés en disant, ils ont besoin de couverture, nous on en a, mais on n'a pas de véhicule. Ben, nous on a un véhicule, c'est bon, on a préparé le petit camion, il est parti à Paris, il a chargé le couverture, descendu à l'Aquila, déchargé le couverture, retour Bruxelles. Donc c'est ponctuel, il y a un besoin, on répond, et puis voilà. À côté de ça, on a aussi des réponses beaucoup plus structurelles, plus durables. Donc, par exemple, ici c'est une maison d'accueil qui existe depuis les années 60, et déjà avant, depuis le début du XXe siècle, l'armée du salut faisait déjà de l'hébergement sur Bruxelles parce qu'il y avait un besoin. Donc ce besoin a continué d'exister, donc on a continué à répondre à ce besoin. On va aussi répondre dans les différents pays, les endroits où on se trouve en fonction de la nécessité. Par exemple, ici, on n'a pas d'école, mais en Haïti, où l'État organise plus ou moins pas grand-chose, eh bien, il y a un réseau d'écoles géré par l'armée du salut. On va construire un orphelinat à tel endroit, voilà. Donc c'est vraiment en fonction des besoins, et donc en Belgique, on a donc ce foyer pour hommes avec 77 lits, on a le foyer CELA qui je crois fait une centaine de lits à peu près pour les demandeurs d'asile, que ce soit hommes, femmes, enfants, famille ou pas famille, enfin voilà. On a une autre maison qui fait à peu près la même capacité que nous, qui s'appelle le foyer, toujours pour des hommes. On a une maison pour femmes avec enfants, souvent des femmes battues en grande difficulté, etc. à Uccle. On a Claire-Matin qui est une maison qui a 49 lits pour enfants, donc pour mineurs d'âge, placés par le juge, enfin voilà, différentes origines. On a un service d'habitat accompagné, donc pour des personnes qui sont, par exemple, qui sortent de maisons d'accueil, qui ont besoin d'un suivi pendant un temps. Donc ils ont un logement, mais ils vont être suivis au niveau administratif, au niveau social pendant un certain temps. On a aussi un service d'aide aux familles qui distribue des colis alimentaires à des personnes défavorisées. On a aussi la médiation de dette, donc un service officiel qui permet de gérer un certain nombre de gérer les biens de personnes qui sont mises en difficulté à cause d'un endettement important. Et donc ça c'est sur Goldberg. Donc voilà, on a quand même une palette assez large finalement de services, et toujours en fonction des besoins qui ont été rencontrés.
est-ce que tous les armées de salut ils ont le même service partout, la même chose? Non, enfin, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Donc, d'abord en fonction des pays, etc. Et donc, en fonction des besoins de chaque pays, l'armée du salut va s'adapter, mais aussi, je dirais en Belgique, on a pas mal de services différents qui répondent à des besoins différents. Et l'armée du salut peut aussi toujours créer de nouvelles structures si besoin est, mais si aussi on peut trouver des financements. Ça, c'est un peu une des grandes difficultés. Donc, je dirais que l'armée du salut a encore des projets aujourd'hui, même si ça met souvent du temps à se concrétiser pour des raisons notamment financières. Mais voilà, en France, par exemple, il y a, je pense, pas loin d'une centaine de services différents. Mais nous, rattachés à la France, on a des séminaires communs, etc., avec, par exemple, des réponses au niveau du handicap. On n'a pas ce genre de service en Belgique actuellement parce que il est clair qu'en France, il y a un besoin qui n'existe pas en Belgique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a quand je dis un besoin, il n'y en a pas chez nous, ça ne veut pas dire qu'il y en a un handicapé en Belgique qu'en France, mais simplement les structures existent et beaucoup de Français sont en Belgique actuellement, parce que ces structures existent et tournent relativement bien sur le plan aussi financier, des subventions, etc. Mais donc, en France, où il y a ce besoin, l'armée du salut y répond. On a des maisons de repos pour personnes âgées en France, par exemple. Donc voilà, c'est très très diversifié de l'offre. Pourquoi faire travailler les gens du chômage et de l'article 60? Pourquoi pas le faire travailler avec un contrat normal? Parce qu'il faudrait qu'on soit riche. Donc il faut savoir qu'un contrat avec des charges sociales pour un personne peu qualifiée, c'est certainement 30 à 35 000 euros par an. Donc je parle avec les charges patronales, etc. Donc c'est évidemment pas dans nos moyens financiers. Donc on a un budget ici d'à peu près 1 450 000 euros, ce qui semble énorme. Mais en réalité, rien qu'au niveau masse salariale, je pense qu'on tourne aux alentours des 800 000 euros actuellement. Donc c'est assez impressionnant. On a un bâtiment absolument gigantesque qui nous coûte des fortunes en énergie, par exemple, plus le fait qu'on doit investir en bâtiment, on a des véhicules, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on occupe des personnes? Il faut quand même savoir que donc dans le passé, si on vient dans les années 80-90, la plupart des résidents étaient occupés dans le centre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a beaucoup de personnes qui sont occupées à l'extérieur. Ce qui importe pour nous, ce n'est pas que les personnes soient occupées dans notre centre, c'est qu'elles soient occupées. Pourquoi l'occupation? Parce qu'on a un certain nombre de résidents, pas tous, mais un certain nombre qui, je dirais, ne sont plus très structurés au niveau de leur vie. Donc, si par exemple vous avez un ancien consommateur d'héroïne ou d'autres produits, eh bien, ces personnes vont organiser leur temps autour de la consommation. Ça veut dire qu'elles vont se lever à 2h du matin parce qu'elles ont besoin à cette heure-là d'une dose, le lendemain elles vont se lever à 3h parce que c'est l'heure où, à 4h l'après-midi elles sont en train de dormir. Voilà. Donc quand une personne arrive chez nous, on exige finalement qu'elle respecte un horaire. Alors quand je dis on exige, on lui réapprend, parce que ça prend parfois du temps, on négocie beaucoup, on individualise énormément, mais on essaie que la personne retrouve un vrai rythme de vie qui soit compatible avec par exemple une activité en tant que salarié, mais aussi si vous avez même votre appartement, vous êtes complètement déstructuré, même si vous ne travaillez pas, au bout d'un temps ça va pas fonctionner. On a besoin de se calquer sur des heures aussi de vie, de la ville par exemple. Il faut savoir que l'administration, si vous arrivez à 6h, elle est fermée, on est bien d'accord. Donc, si vous devez faire des démarches, vous devez vous lever à l'heure, vous devez les faire en temps et en heure. Quand le chômage vous dit vous devez vous présenter, vous oubliez de le faire. Mais... Donc, ici, on va réapprendre tous ces mécanismes-là au travers de l'occupation dans le centre, à l'extérieur, soit en tant que salarié, quel que soit le type de contrat, soit dans une formation. On a des jeunes scolarisés, on a des gens qui sont en centre de jour, soit en guidance dans les centres de santé mentale, soit en guidance dans les centres qui s'occupent plus de toxicomanes, c'est le cas de transit, où je dirais tout autre type d'activité. Ce qui importe, c'est que les gens soient obligés de se lever à une heure définie, manger à l'heure, parce que tout ce rythme, bien sûr, est établi dans le centre. Et voilà, maintenant, il y a aussi des gens qui parfois font des articles 60, parce qu'on est entreprise d'économie sociale, je ne vais pas venir dans tous les détails. Et il arrive qu'elle le fasse ici quand il n'y a pas d'autre possibilité, puisqu'on essaye, quand une personne commence un article 60, que ce soit à l'extérieur, de manière à ce que la personne ait déjà un pied dehors. Le but, ce n'est pas de les garder ici, mais c'est des années à retrouver un logement, et voilà. Est-ce que vous recevez des subsides et des dons? Oui, donc au niveau des dons,
Des dons financiers, très très peu. Par contre, on a beaucoup de dons en matériel, puisqu'on a un magasin de seconde main et que tout ce qu'on vend ici a été donné par la plupart du temps des particuliers. De temps en temps, des firmes qui nous contactent parce qu'elles ont tel produit qui a été reconditionné, parce qu'elles ont un surplus. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. De temps en temps aussi des successions, personnes qui, au moment où elles décèdent, ont fait un testament en disant l'Armée du Salut, je fais don par exemple du mobilier à l'Armée du Salut. Donc ça arrive, mais la plupart de ce qu'on a ici vient de particuliers. La plupart des objets qu'on vend ici viennent de particuliers. Donc là, c'est la partie don. Au niveau des subventions, on a la plus grosse subvention, c'est la Commission communautaire française, la COCOF, qui nous subventionne pour 14 équivalents temps plein. Donc au niveau de notre personnel, on en a à peu près 18, un petit peu moins de 18 actuellement, donc une partie en fonds propres et sur d'autres subsides. Et donc il y a 14 équivalents temps plein subventionnés à 100% par la COCOF. Ensuite, elle nous donne aussi une participation aux frais de fonctionnement, bien sûr pas la totalité, mais une participation. Voilà, avec différents subsides parfois exceptionnels, enfin je ne vais pas entrer dans tous les détails. On a aussi une petite subvention par rapport au recyclage, puisqu'on est entreprise économie sociale active dans le domaine du recyclage. Et là, ça représente d'une année à l'autre. L'année dernière, on a eu 16 000 euros en gros de subvention. Ce n'est pas énorme pour un budget d'1,4 million, mais c'est de l'argent qui rentre et qui est bien utile pour un tas de choses. Il y a une année, on n'a rien reçu parce que on n'avait pas suffisamment bien travaillé. Puis, donc on essaye là aussi de travailler de manière assez professionnelle pour avoir quand même ces subsides qui tombent. On a un mi-temps équivalent temps plein qui est subventionné dans le cadre du Maribel social. Donc ce sont des contrats particuliers qui est renouvelé depuis 2005 maintenant. Et on a aussi le fonds BEC qui contrebalance les réductions de temps de travail. Donc, à la COCOF, on a une réduction à 45 ans, on passe de 37 à 32 heures, on passe à 34 puis à 32 heures. Et ces heures-là sont comblées par un fonds qui s'appelle le fonds BEC. C'est à peu près 40% équivalent temps plein actuellement. Ça, c'est l'ensemble des subventions. Quand les gens ils ont fini leur temps d'être là, est-ce que quand ils partent, ils sont contents de partir ou bien? Il y en a qui sont contents, il y en a qui le sont moins. Généralement, on prépare le départ. Généralement, quand c'est possible. Donc, on essaye toujours de dire, voilà, vous êtes ici pour un temps, il va bien falloir à un moment donné partir. Alors, on n'a pas chez nous de limite dans le temps. Une personne qui arrive chez nous, elle peut rester le temps nécessaire, mais imaginons qu'une personne ait de l'argent de côté suffisamment pour trouver un logement. On va à ce moment-là lui dire, ben voilà, dans 3 mois, vous devrez avoir quitté la maison. Donc ça, c'est une des raisons de départ. Ensuite, il y a des gens qui sont chez nous, qui disent, mais ça ne me convient pas, j'en peux plus, je pars ailleurs. Bon, on prépare ça avec elles, on essaie de trouver des solutions. On a des gens qui partent sur un coup de tête, celles-là ne sont pas contents, parfois un peu en claquant la porte. Vous êtes des ceci ou des ceux-là, bon, ça arrive aussi. Ben, c'est loin d'être une majorité. En général, ça se passe très très bien. Et puis, voilà, donc le but c'est que les personnes partent et on essaie de préparer ça avec elles. Donc, dès qu'une personne arrive chez nous, on leur dit, il faut penser au départ. Alors, on va d'abord la recevoir, l'accueillir, lui permettre de se poser, mais à un moment donné, il va bien falloir que la personne parte. Et là, on va travailler sur différents aspects selon la problématique. Et ensuite, effectivement, la personne va devoir partir, mais elle le sait dès le départ, donc ça se passe généralement bien. Je pense que Christine peut confirmer. C'est rare qu'il y ait vraiment des tensions au départ. Il faut savoir aussi peut-être une chose importante, c'est que dans beaucoup de centres d'hébergement, si quelque chose se passe mal, imaginons qu'il y ait de la violence, on rentre avec une canette, on fait quelque chose qui est interdit. Dans la plupart des maisons d'accueil, on va dire, voilà, vous prenez vos affaires, vous partez. Chez nous, pas. Presque dans 100% des cas, on laisse un délai à la personne parce qu'on estime que, enfin, c'est ma position, mais encore une fois, ça ne regarde que moi, ça ne concerne que moi et l'équipe, je pense qu'on est assez d'accord. Pardon. C'est une forme d'abus de pouvoir, c'est-à-dire que nous avons le pouvoir de mettre une personne dehors du jour au lendemain. On faisait ça dans le passé, mais on a revu complètement cette position. Et aujourd'hui, on donne des délais, généralement d'une semaine, souvent, que l'on va prolonger. Si la personne fait bien des démarches pour trouver une solution qu'elle ne trouve pas, ben on va prolonger le temps nécessaire. Donc, sauf quand il y a des faits de violence graves ou des dangers réels par rapport à l'équipe ou par rapport aux autres résidents, où il y a quand même des limites, évidemment. On est là pour assurer la sécurité. Mais dans les autres cas, il y a toujours un délai, donc ça se passe généralement relativement bien. Voilà. Donc, voilà, ma dernière question, quelle est
votre meilleur souvenir professionnel? Alors, à l'improviste, ça va être difficile de vous répondre à cette question-là, mais je crois que je peux dire que pour l'équipe, les meilleurs souvenirs professionnels, c'est quand on a une personne qui fait un séjour ici, qui repart dans de bonnes conditions et pour laquelle on voit qu'il y a vraiment de vraies améliorations au niveau de son état. Une personne qui arrive ici très déstructurée, qui retrouve un équilibre, etc., qui à un moment donné retrouve aussi un équilibre de vie, un logement, éventuellement. Ce qui marche le mieux, très honnêtement, c'est la personne qui se remet en couple. Alors ça, c'est souvent ce qui sauve la personne. Pourquoi ? Parce que vivre seul, c'est quelque chose de difficile. Et c'est vrai, quand on a pu aider une personne à se reposer d'abord, à se ressourcer, ensuite à commencer à entrer dans un chemin de progrès, et puis que la personne se réinstalle, et puis qu'elle nous dit « mais j'ai apprécié le travail que vous avez fait », parce que c'est quand même important, on est payé, mais en même temps, quand quelqu'un nous exprime de la gratitude, c'est super intéressant, super important. On a eu un très bel exemple, aujourd'hui malheureusement ça marche un peu moins bien pour lui, on a eu un jeune homme qui a passé, qui a à mon avis bien 4 ou 5 séjours chez nous. Quand il est arrivé, il était assez déstructuré, c'était le gars qui venait un peu, je dirais, comment on dit, un peu du 9-2 si vous voyez ce que je veux dire. Donc le gars qui était assez, il parlait pas très, avec beaucoup de politesse, etc. Alors on lui a dit, mais non, ça on n'accepte pas chez nous, on a un peu travaillé là-dessus, comment il parlait aux gens, le respect, etc. Ça a très bien marché jusqu'à un moment donné où ça a clashé, ça ne marchait plus, il est parti, il est revenu. Ok, ça t'a acquis, tu sais parler poliment maintenant, donc tu continues. On a travaillé sur le fait de se lever à l'heure. Puis à un moment donné, ça a clashé sur autre chose, il est parti, il est revenu. Puis 4 ou 5 séjours comme ça, et puis à un moment donné, il a trouvé une copine qui était une fille qui était bien, qui savait ce qu'elle voulait, c'était bien pour lui. Et puis il s'est réinstallé avec elle, ça a tenu pendant très longtemps. Alors ça fait partie des très bons souvenirs. Donc quand on voit qu'il y a le succès pour une personne qui à un moment donné arrive chez nous en souffrance, avec plein de problèmes, nous on ne résout rien, on n'est pas Dieu, la personne va résoudre ses problèmes, mais on espère qu'on peut l'aider à le faire, et c'est ça qui est gratifiant dans notre travail. Voilà, je vous remercie, monsieur le directeur. Merci beaucoup de votre accueil. Merci. Avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Sarah. Enchantée. Je fais la formation de lire et écrire de Saint-Gir. D'abord, je vous remercie pour nous accueillir. Est-ce que je peux vous poser des questions? Bien sûr. Quel est votre travail dans le centre? Je suis assistante sociale. Est-ce que votre salaire est payé par qui? Par la COCOF. Est-ce qu'il faut un diplôme? Oui, un diplôme d'assistante sociale. Est-ce que votre métier est-il difficile? Oui et non, c'est relatif. Il y a des jours où c'est difficile et des jours où ça va. Est-ce que combien d'heures faites-vous par jour? 8 heures. Quel est votre meilleur souvenir professionnel? Mon meilleur souvenir, une personne qui passe ici, qui arrive à mettre un projet en place et qui part en ayant un travail et un appartement. Merci. Est-ce que c'est ce que vous aviez souhaité Oui, au début, je ne savais pas trop ce que c'était quand je commençais mes études, mais avec les années, je me rends compte que c'est ce qu'il me fallait. Merci. Question, j'ai un type qui était bizarre tout à l'heure, qui était nerveux, agressif, comme ça. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là, vous, en tant qu'assistant social? Comment est votre réaction? Parce que vous n'avez pas tendance à reculer et dire voilà, qu'est-ce qui va m'arriver? Oui, il faut dire que même si on a des personnes parfois assez bizarres, les cas de violence sont quand même rares. Et quand on répond à l'agressivité par l'agressivité, ça peut faire monter encore la tension, mais on essaie de rester calme face à la personne et lui expliquer les choses le plus calmement possible. Et la personne, quand elle se rend compte que moi je suis agressive, mais cette personne-là reste calme et me respecte toujours.
Donc, ça fait retomber quelque part son agressivité. Et sinon, quand ça dégénère vraiment, parce qu'il y a des cas, et là, on peut mettre carrément la personne à la porte. Et si ça ne va pas, on appelle la police. Vous, dans ce cas-là, est-ce que vous restez tout près de cette personne ou bien est-ce que vous allez chercher de l'aide? Parce que bon, dans ce cas... Ça, c'est au cas par cas. Si vraiment je me sens en danger, je vais chercher de l'aide. Donc l'assistance sociale, il y a des risques par moment aussi, quoi. Oui, pour l'assistance mais... sociale que pour les autres du personnel, quoi. Ouais. Mais depuis que je suis là, vraiment, il n'y a pas eu de problème de... Il peut y arriver qu'on s'énerve et qu'on dise à une personne, écoutez monsieur, ça suffit maintenant, vous sortez de mon bureau. D'accord, ça... Donc quelque part, il y a quelque chose que vous aimez faire dans votre métier, quoi. Qui vous plaît, qui vous dit, ouais, j'ai bien fait de choisir ça, même s'il y a des jours où des hauts et des bas, il faut faire avec. Oui. Parfois, quand on est obligé de décider, quand on finit par décider de baisser les bras parce que avec telle personne, on a tout essayé, on veut que la personne s'en sorte, mais il n'y a pas de volonté de la part de la personne même. À un moment, on dit, bon, on ne va pas s'épuiser pour rien. Il y a d'autres hommes qui ont besoin de cette énergie-là, donc on laisse le choix à la personne. Si tu n'es pas preneur, alors c'est ta vie quand même, et on ne peut pas t'aider sans toi-même. Donc, on laisse tomber, mais quelque part, ça nous laisse, nous, un nœud, parce qu'on aurait bien voulu que la personne s'en sorte. Et parfois, physiquement, même quand on parle avec la personne, on se dit, mais cette personne a du potentiel, cette personne n'est pas responsable de la situation dans laquelle elle se trouve. C'est peut-être tout un ensemble d'éléments qui l'a conduit là, où il se retrouve dans cette situation par la force des choses. Mais les problèmes, les soucis, tout ça, les épreuves l'ont tellement abîmé que peut-être il ne peut plus s'en sortir. Et ça, c'est désolant et ça fait mal. Donc quelque part, vous dites, je suis content que je sois assistante sociale, même s'il y a des types comme tantôt. Moi, la chose qui m'a le plus marquée quand je suis arrivée ici, c'est le manque de rêves. Nos hommes n'ont plus de rêves. Moi, je prends toujours l'exemple, mes parents ont 75 ans, ils sont remplis de rêves. Ils ont des envies, Et ici, les 3/4 des hommes, quand on leur dit, mais tu dois comment dans 5 mois? C'est pas dans 10 ans. Non. Ils ne se projettent plus dans l'avenir, c'est fini. Ils n'ont plus d'envie, ils n'ont plus de rêves. Ça, c'est triste, c'est affreux. Pour moi, ça m'a choquée. Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Je dis, il y a beaucoup de parents qui démissionnent. On a tellement une vie stressante à courir, à devoir travailler le plus possible, on ne s'occupe plus de ses enfants. Et ça fait que nos jeunes arrivent à 18 ans dans le centre parce que, les parents, ils ne les ont pas élevés. On n'élève plus ses enfants comme avant, il n'y a plus de règles. Il y a ça aussi, c'est tout ça qui fait. Et on en revient toujours aux règles. Des règles, c'est partout, c'est ici, c'est à l'extérieur. Et c'est comme ça, la vie, c'est une règle. C'est tout. Voilà. La bibliothèque. Donc on vend tout ce qui est livres, CD. Il y a quelques gros meubles qu'on ne sait pas monter à l'étage dans le montage, donc ils restent ici en bas. Voilà. Et alors, ici, par exemple, regardez, on a reçu un don avec toutes des photos de... Des aquarelles. Oui, des aquarelles de Bruxelles. Vous en avez ici sur l'autre. Et ça, elles sont en vente 50 francs.